Bonjour Angélique, j'espère que tu vas bien et bonjour à tous ceux qui écoutent du coup ce podcast. Merci d'être présent et de répondre à ce rendez-vous finalement, notre petit date juridique où aujourd'hui je ne suis pas seule et je vais passer le micro à Angélique qui va se présenter, qui va nous parler de son activité, de ses aventures aussi avec le droit et même de l'entrepreneuriat et qui pourra, j'espère aussi, vous inspirer dans vos business pour vous mettre en conformité mais aussi pour pouvoir développer vos activités. Angélique, merci d'être présente. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Alors Sarah, bonjour. Bonjour à tous aussi. Je suis Angélique Le Sueur et je suis mentor business, fondatrice de l'Alchimie Créatrice. Ma mission à moi, c'est d'accompagner les leaders intuitifs pour les aider à sublimer qui elles sont et ce qu'elles transmettent. J'ai la croyance en fait que quand on assume qui on est, c'est là qu'on devient magnétique. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, dans mon univers, je veux plutôt dire, je mêle le coaching, le mentorat, l'hypnose, l'astrologie. J'ai vraiment plein d'outils que je peux utiliser en fonction de ce que je ressens par rapport à la personne. Les femmes qui viennent à moi, en général, elles viennent pour sublimer leur communication et pour créer un univers qui marque les esprits. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que mon travail va bien au-delà de la stratégie communication marketing. J'en ai fait beaucoup pour des gros groupes. Et en fait, j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant, parce que nos business sont intimement liés à nos vies. Et souvent, on a tendance à l'oublier et à juste essayer de séparer les deux. Alors qu'en fait, c'est en allant puiser tout ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes qu'on va pouvoir s'en servir comme d'un tremplin pour notre business. Donc, la mission de l'Alchimie Créatrice, c'est d'aider les femmes à se révéler, à elles-mêmes d'abord, et au monde à travers leur business. Waouh, c'est une belle mission. C'est très intéressant. Et est-ce que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? C'était cette mission, on va dire, de vie qui t'animait, qui t'a ensuite donné envie d'aider les entrepreneurs, mais en faire ton métier en fait, enfin les entrepreneurs ou d'ailleurs toutes les femmes de manière générale, et d'en faire ton métier. Ou alors, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure quand tu t'es lancée dans la vie active et que petit à petit, tu t'es rendu compte que c'était ça qui était fait pour toi. Alors, non, c'est pas ce qui m'animait à la base, parce que je suis devenue entrepreneur par accident. C'était absolument pas prévu. C'était en 2017. À l'époque, je passais beaucoup d'entretiens d'embauche pour un job de salarié. Et à chaque fois, on me disait non, tu es trop passionné, tu es à la recherche de sens, nous, on prend pas des gens comme ça. J'étais bon, d'accord, what's wrong? En fait, le truc, c'est que je rentrais pas dans les cases. Et un jour, lors d'un entretien d'embauche, justement, je suis face à un employeur qui, en plein milieu, me dit mais pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Et moi, je venais pour un job et on me dit mais mets-toi à ton compte. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai d'abord été rédactrice web freelance et j'ai commencé ensuite à gérer des projets web pour des gros groupes. Je suis ensuite partie faire un tour du monde pendant 13 mois parce que c'est ça que j'avais comme mission à l'époque, c'était vraiment d'aller m'ouvrir au monde. Et quand je suis rentrée, j'ai lancé mon agence de communication marketing qui a petit à petit évolué parce que, en effet, pour moi, le marketing, c'est un outil absolument incroyable qu'évidemment, on peut tous utiliser, on doit tous utiliser, mais c'est pas une baguette magique. Et en fait, les gens essaient de se dire ah tiens, je vais utiliser cette stratégie-là ou c'est hook et puis ça va fonctionner, mais en fait bien souvent, ce n'est pas le cas parce qu'on doit d'abord aller se reconnecter à qui on est nous, à ce qu'on a envie de transmettre au monde, à notre message, à notre mission. Et justement, tu me parles de mission et je pense que ce qui a été une évidence pour moi dès le début, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Je sentais vraiment une affinité avec les entrepreneurs et ce qui s'est révélé, et ça c'est vraiment petit à petit avec les années, c'est que j'ai la capacité de voir précisément ce qui bloque les entrepreneurs. Quand je les écoute parler, quand je les vois, quand je les sens. Et ça peut être très rapide. J'ai le souvenir d'un fast coaching, parce qu'à l'époque, j'ai fait ça. Je laissais un quart d'heure aux personnes pour pouvoir s'exprimer et en effet les guider. Et il y a une femme qui n'avait pas allumé sa caméra. et on a mis le doigt sur quelque chose qui l'a bloquée profondément, c'est qu'elle se sentait l'obligation d'être toujours une femme forte. Parce qu'à un moment dans sa vie, elle a compris qu'elle était forte. Peut-être que quelqu'un lui a dit « Ah, t'es forte, toi hein ». Et donc, en fait, elle crée inconsciemment des galères dans sa vie pour incarner cette identité de femme forte.
Et au bout d'un quart d'heure, elle m'a dit, mais c'est juste pas possible. Comment tu fais ça pour trouver en un quart d'heure? J'ai même pas ma caméra. Et en fait, ben voilà, c'est un des dons que j'ai et que j'aime exploiter en effet pour guider au mieux les entrepreneurs avec qui je travaille. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment, c'est devenu une passion. Et, euh, et c'est hyper varié aussi. Donc, j'aime la variété. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais ce métier. Et en effet, dans ce qui va nous bloquer, à tous en tant qu'entrepreneurs, même à toi, Sarah, à moi aussi, parce qu'évidemment, on passe tous par là. Et ce sont nos croyances limitantes, ce sont des traumas qu'on a eus dans cette vie, dans d'autres vies peut-être. En tout cas, des choses dont l'énergie vient résonner et amplifier dans notre communication. Parce que la communication, c'est pas juste des mots. Si jamais il y avait les mots parfaits, on utiliserait tous les mêmes et ça fonctionnerait. Or, c'est pas le cas. La communication, c'est un univers qui englobe notre posture, qui englobe notre manière d'être, notre manière de nous exprimer et notre énergie. Donc vraiment, ce qu'on va dégager, la confiance qu'on a en nous, en fait partie évidemment. Et c'est ça que j'englobe dans mes accompagnements. Et en effet, c'est cette mission de révéler l'être. Alors oui, je m'adresse plus aux femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi et peut-être que c'est justement mon énergie, l'énergie que je dégage qui attire des femmes, je ne sais pas. Mais je me sens aussi plus à même d'aider les femmes par rapport à leur parcours parce qu'on a des problématiques plus spécifiques qui nous arrivent à nous, qui concernent moins souvent les hommes en tout cas, donc ils se reconnaissent moins dans le message que je diffuse, mais on est tous concernés, hommes, femmes. On passe tous par la même chose, par les mêmes galères, par les mêmes étapes dans l'entrepreneuriat et dans la vie de manière générale. Et c'est ça qui est magique. Ah, j'aime bien ce point où, en fait, finalement, peu importe le stade dans lequel on est dans notre vie, qu'on soit au démarrage, qu'on soit plus avancé, en fait, on fait face à cette ambivalence, finalement, on veut être, parfois, comme cette cliente, on veut absolument être fort, mais du coup, on ne voit pas que la vulnérabilité est une forme de force aussi, parce que accepter de se voir tel qu'on est, accepter de se voir dans notre, on va dire, plus faible partie, la partie la plus vulnérable, finalement, c'est une grande force qui même peut nous aider dans l'entrepreneuriat, parce que des vagues où notre chiffre d'affaires est super bas, on va en connaître, des vagues où on va du coup faire un très bon lancement, on va aussi en connaître et du coup on va être toujours dans cette ambivalence des montagnes russes finalement de l'entrepreneuriat. Et si on ne travaille pas ce rapport à tout ça et qu'on se cache derrière, oui, mais moi je fais le marketing qu'il faut, j'ai toute la liste de mails qu'il faut, j'ai tous les posts qu'il faut, en fait on ne comprendra pas que finalement l'être humain est complexe et que en fait il n'y a pas de, comme tu dis, de schéma réplicable automatiquement, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des séries de données. Donc, c'est super intéressant. Et je pense que ça fait partie des challenges de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Mais toi, Angélique, tu le disais tout à l'heure, toi et moi, on pourrait aussi être concernés par ce type de challenge. Est-ce que tu en as aujourd'hui qui te font, on va dire, un peu travailler encore, toi, de ton côté, sur ton esprit d'entrepreneur, sur ta manière d'appréhender les choses, des challenges dans ta vie d'entrepreneur encore aujourd'hui? Ouais, évidemment. En fait, je pense qu'il y a un peu cette vision erronée, et je l'ai eue pendant longtemps. J'ai fait un post dessus il n'y a pas longtemps. C'est que on a cette croyance que il y a certaines problématiques dans notre vie qui vont arriver à un moment, et puis on va cocher la case et dire ça y est, c'est bon, hop, et on passe à la suite. Sauf que en fait, la vie, elle est beaucoup plus tricky que ça, et elle va nous ramener toujours en fait à des expériences qui vont nous faire revivre la même chose pour voir si on est passé au-dessus. Et donc, ce que j'aime bien dire, et après, promis, je réponds à ta question, c'est qu'en fait, on voit les choses comme une ligne avec des étapes. Donc, une ligne de temps, on commence là, on va ici, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. En fait, on est sur une sorte de spirale comme ça et qui monte en permanence. Donc oui, on passe notre temps à s'élever grâce aux expériences qu'on vit, mais on va revenir sans arrêt aussi sur des schémas, des expériences pour voir est-ce qu'on les revit exactement de la même manière, comment on transcende tout ça. Et c'est ça la beauté de l'évolution aussi, je pense, c'est que à un moment, on est capable de voir les choses d'un peu plus haut et de se dire « Ah tiens, là, j'ai pas du tout réagi comme je l'aurais fait il y a une semaine. » Et ça, je trouve ça trop beau. Et justement, ça mène peut-être à ce challenge qui, du coup, je revis en permanence, mais qui a de moins en moins de pouvoir sur moi. Et pendant longtemps, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est l'une des choses qui m'a le plus ralenti et bloqué dans mon activité.
le genre de bailliage qu'on traîne depuis l'enfance sans trop se poser de questions. Puis le jour où on devient entrepreneur, là, ça devient un frein. J'ai eu cette impression de cocher toutes les cases, de faire tout ce qu'il fallait pour que mon business se développe. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai eu du mal à admettre la vérité parce qu'en fait, ça me faisait mal. La vérité, c'est que tout ce que je faisais, même si ça partait de mes tripes, c'était teinté par une sorte de voile. Le voile que je posais moi-même sur ce que je faisais, sur ce que je disais, pour que ce soit OK pour les autres, pour que ça ne vienne pas les déranger, pour que ça ne vienne pas les déclencher. J'étais OK pour qu'on me regarde, j'étais OK pour être visible, mais je ne l'admettais pas, mais je n'étais pas du tout OK pour être jugée, je n'étais pas du tout OK pour être critiquée. Et en fait, j'ai passé des années à me lisser, vraiment à me retenir d'être qui j'étais vraiment, parce qu'au fond de moi, j'étais pétrifiée de ce qui pourrait arriver si les gens ne m'aimaient pas. En fait, j'étais dans la situation hyper inconfortable où j'avais peur d'être rejetée si j'échouais et j'avais peur d'être rejetée si je vivais trop de succès, ce qui ne me laissait pas beaucoup d'amplitude finalement. Je n'avais pas le droit à l'échec, mais je n'avais pas le droit à la réussite non plus. Et aujourd'hui, donc j'ai évidemment encore des choses à apprendre à guérir sur ce sujet parce que cette blessure de rejet, elle fait partie de moi, de mon histoire, de l'identité que je me suis construite, que mon ego s'est construite et je suis OK avec ça. Mais par contre, j'ai vraiment décidé de mettre un stop et de dire basta. Maintenant, je suis OK. J'ai plus peur d'être qui je suis. J'ai pas peur d'aujourd'hui dire aux gens que l'astrologie peut les guider dans leur business. Je n'étais pas capable de faire ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont me trouver perché and I don't care. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin exactement de ce que je suis là pour, c'est pas français, de ce que j'ai envie de leur proposer. Et c'est ça, ce qui a changé finalement, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une résistance comme celle-ci qui pointe son nez, où j'ai envie de faire quelque chose, en effet, qui va être un peu un bold move pour mon entreprise, et que je sens, j'ai pas très envie, non, je vais plutôt aller dans mon canapé, là, eh ben, je suis capable de sentir la résistance et de me dire, OK, on va aller fouiller un petit peu ça, voir ce qui dérange, et bien souvent, je vais en revenir à quelque chose qui est plus ou moins lié à ça. Et alors, je dis, OK, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette information? Est-ce que j'ai envie de la laisser diriger mon business, mon avenir, mon chiffre d'affaires et mon épanouissement? Ou est-ce que j'ai juste envie que ce soit une petite voix qui est là, oh non, s'il te plaît, j'ai un peu peur. OK, t'as peur, mais viens, on va y aller et tu vas voir, ça va aller. Parce que finalement, la peur, ça n'est qu'une émotion. C'est passager. Tout à fait. C'est très intéressant de se dire que même toi, en tant que du coup mentor, tu peux aussi avoir ces périodes justement où tu peux être confronté aux mêmes enjeux, peut-être que même tes clients peuvent connaître. Et le fait d'avoir le statut de mentor, ça ne veut pas dire que toi, tu es exonéré de toute tempête, de toute problématique dans ta propre vie. Et du coup, est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui souhaite se lancer dans le mentorat business, par exemple, et qui aimerait aussi pouvoir accompagner sur une thématique précise, j'en sais rien, une artiste qui veut le mentorer d'autres artistes à se lancer, peut-être pas dans le même domaine que toi, mais qui veut adopter la posture de mentor. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi qu'elle puisse travailler en amont sur son propre rapport, on va dire, à tout ce qui est émotionnel, par exemple, avant de devenir mentor, ou alors on peut aider quelqu'un sans pour autant avoir surmonté tous les obstacles à 100% tout seul? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai envie de te dire, mais tu me parles de Bouddha, là, quelqu'un qui a surmonté tous les obstacles et qui est un produit fini, humain, parfait, qui a atteint le nirvana. Ça n'existe pas. Donc, en fait, justement, je pense que c'est une des choses qui pose le plus problème dans l'entrepreneuriat, et spécialement féminin, c'est qu'on attend d'être prête. On attend d'être prête pour pouvoir faire les choses. On attend que ce soit parfait, que notre message il soit bien clair, qu'on sache exactement ce qu'on fait, etc., etc. Et au final, la seule chose qu'on fait, c'est attendre. Alors que c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire en entrepreneuriat, dans le business, c'est attendre. La vie n'attend pas. La vie, elle court à côté de nous. C'est à nous aussi de courir, de sauter, de danser, de le faire à la manière qu'on a envie finalement. Mais non, n'attendez pas. Et pour rebondir sur l'aspect mentorat, je pense qu'il y a vraiment une distinction aussi à faire entre le coach et le mentor. Et moi, j'ai fait une formation en coaching, donc j'ai longtemps été coach. C'est un outil en tant que tel qui passe par le questionnement de la personne. Et c'est pas le même métier que le mentor. Le mentor, justement, il se sert de son expérience,
de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a compris, appris et qu'il est capable justement de mettre dans un ordre, dans un certain sens pour pouvoir guider les gens. Donc évidemment que les mentors ont besoin d'avoir vécu certaines choses et d'avoir envie de le transmettre. Sinon, ils sont coachs et c'est très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de métier meilleur qu'un autre. Mais le mentor, je pense que c'est important de prendre en considération que si on veut être mentor, c'est que aussi on va prendre des parts de notre vie. Et donc, on rentre dans cet aspect vulnérabilité peut-être, qui parfois est délicate. On prend des aspects de notre vie dérangeants qu'on va aussi exposer au monde parce qu'on sait que ça va servir les gens qui traversent la même chose que nous. C'est super intéressant, ouais. Et je pense que oui, la distinction doit être claire parce que parfois j'entends, je pense que tu as déjà dû voir ça, des personnes qui disent ouais, mais on en a marre de ces coachs qui accompagnent alors qu'ils n'ont pas, je sais pas, qui accompagnent des entreprises à se développer alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas développé leur entreprise, ou alors tu accompagnes des personnes qui ont plus d'expérience que toi dans l'entrepreneuriat. C'est pas gage de qualité ou de confiance. Alors, bon, toi, tu es mentor, c'est pas la même approche, mais moi, j'aimerais juste dire que moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en étant babypreneur, j'avais même pas un jour de vie, et ben, je tombais justement sur des comptes de coachs qui pouvaient m'aider, en tout cas, ne serait-ce qu'à débloquer cette peur de pas y arriver, cette peur de ne pas pouvoir structurer parce que tu as plein d'idées, tu sais pas comment structurer. Et pour autant, je me suis tournée vers une coach en particulier qui n'avait pas forcément, elle n'avait pas des milliers d'abonnés, hein, je crois qu'elle en avait 200, mais par contre, elle avait une vision qui était totalement ce que je recherchais pour pouvoir me développer. Et ensuite, elle m'a aidé à développer une communauté que même elle n'avait pas, parce que son métier à elle, c'était pas de me dire, bah, fais comme moi, enfin, copie ce que je fais, c'était, on va trouver ce qui fonctionne pour toi et on va pouvoir appuyer et développer tout ça pour que tu atteignes ton objectif, qui n'est pas le mien. Donc, j'aime bien aussi quand même rappeler que on peut coacher même si on n'a pas atteint tel ou tel niveau. Mais par contre, peut-être pour le mentorat, effectivement, c'est une approche du coup différente. Donc, pour se dire mentor, il faut pouvoir transmettre une expérience, un vécu, si je comprends bien. Oui, j'aime bien ce que tu dis et c'est hyper intéressant parce qu'en effet, comme le métier de coach n'est pas réglementé, n'importe qui peut être coach. Et donc, en effet, on en trouve à foison des coachs Instagram, des coachs ceci, cela. Et c'est vrai qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est un coach et c'est très dérangeant d'ailleurs quand on a fait une formation en coaching parce qu'on du coup, on ne sait pas trop où se placer. Attention aux gens qui disent qu'ils sont coachs, mais en fait, qui n'utilisent pas l'outil de coaching. Le coach, c'est quelqu'un qui pose des questions à la personne pour qu'elle-même, elle aille trouver les réponses à l'intérieur d'elle-même. Alors qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont coachs et qui te disent « Ok, alors tu vas… » et puis ça va fonctionner. Tada, ça ne marche pas. et donc voilà, en effet, pour être coach, on n'a pas besoin d'avoir vécu les choses. Et d'ailleurs, les numéros 1 mondiaux sportifs, ils ont tous un coach. De gens qui nous accompagnent. Ça ne veut pas dire au-dessus de nous, ça veut dire de gens qui ont une même vision, qui sont à côté de nous sur le chemin et qui ont peut-être plus d'ouverture par leur expérience, qui n'est pas la même que la nôtre, mais qui vont en tout cas être capables de nous faire sortir de ça, parce que souvent on avance comme ça, qui vont dire tiens, regarde, fais comme ça, ah, incroyable, la vue d'ici, c'est pas du tout celle que j'avais imaginée, et on a juste besoin de ces personnes-là. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 followers ou quoi que ce soit, en effet. C'est une compétence qui s'acquiert, et après voilà, compétences, dons, etc. Il y a des gens qui vont être plus doués que d'autres, et puis il y a aussi une question d'énergie. Tu as trouvé une coach qui en effet résonnait avec toi, parce que tu as kiffé son énergie. Et ça, c'est le plus important. C'est d'aller voir quelqu'un, pas pour son prix, mais parce qu'aussi on résonne avec son énergie. Parce que si le match ne se fait pas au niveau énergétique, il ne se passera rien non plus dans les résultats, dans la matière. D'accord ? Tout ce qui se passe en nous, dans nos têtes, là, le match ne se fait pas dans la matière. Il n'y a rien d'incroyable qui va se créer non plus. Oui, tout à fait. Donc, je pourrais pas dire mieux et ça, c'est valable pour tout type de métier. C'est-à-dire que demain, tu dis, bah moi, mon enfant, j'aimerais qu'il fasse, je sais pas, son anniversaire, il veut un gâteau avec une grosse montagne, je sais pas, de Spider-Man, j'en sais rien. Bah, tu vas peut-être te tourner vers des professionnels qui ont cette compétence et peut-être pas vers le pâtissier habituel qui est en bas de chez toi, qui fait des gâteaux plus simples. Donc, même pour le juridique, et puis on va en parler, il y a plusieurs acteurs qui peuvent être en place. Il y a même des associations qui peuvent te donner des infos. Il y a tout ce qui est, voilà, les groupements d'entrepreneurs qui peuvent aussi te dire, voilà, comment se lancer, quelles sont les étapes à respecter. Tu peux trouver plein d'infos sur Google, sur Instagram, auprès de juristes ou d'avocats. Mais à la fin, c'est toi qui prends ta décision, ton âme et conscience, et encore une fois, avec
tu vas vers ce qui résonne le plus pour toi et ce qui est efficace pour toi dès le début. Mais toi, lorsque tu t'es lancé, tu as forcément dû te poser cette question du juridique, du choix du statut, parce que on commence par là. Enfin, tu as ton idée de projet, bien sûr, mais après, faut pouvoir la concrétiser. Est-ce que tu as été accompagné ou est-ce que tu as fait des recherches avant de choisir le statut que tu as eu, du coup, pour exercer? Ou alors du fait que tu m'avais dit tout à l'heure qu'au début, tu n'as pas forcément commencé en tant que mentor. Donc, peut-être que, du coup, dans ta première idée, on va dire, de business et d'accompagnement, tu avais peut-être une idée différente de ce qui te pousse aujourd'hui à être mentor. Et donc, peut-être que le choix initial que tu as eu de statut peut encore changer, on va dire, au fil de route, même après avoir lancé ton activité. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous parler de ton choix de statut et puis peut-être des choix de statut que tu as peut-être fait. Oui, alors moi je suis en Belgique, donc les statuts déjà sont pas les mêmes. Et alors j'ai envie de dire que c'est plus simple, c'est peut-être ma croyance. Ça m'a l'air toujours compliqué quand je vous entends parler de tous les statuts en France. En tout cas, quand je me suis lancée, je me suis fait accompagner par un organisme, en effet, qui était là pour voir si mon projet était solide, pour faire un business plan, pour voir tout ce qui était finance, etc., pour voir si mon projet tenait la route. Je savais qu'il tenait la route parce que j'ai trouvé mon premier gros client avant même de me lancer. Donc, j'ai eu le feu vert, on va dire, assez facilement. Par contre, par rapport au statut, en effet, pour nous, c'est assez simple ici. On est indépendant en personne physique ou on est en société. Donc, et quand on commence, on est indépendant en personne physique, à moins qu'on soit sûr d'avoir tout de suite un business florissant, ce qui va peut-être être plus le cas des médecins quand ils se lancent, etc. Mais de toute façon, on doit être indépendant en personne physique. Donc ça, c'est la case à cocher numéro 1. Je l'ai coché et voilà. Après, ça évolue. Ça va être plus en fonction du chiffre d'affaires parce que ça va être plus intéressant. Mais bon, là, on s'est rentré dans la comptabilité. Je ne sais pas si c'est tout à fait du droit. En tout cas, je pense que les gens le voient un peu comme l'univers administratif de l'entrepreneuriat. C'est la comptabilité, c'est l'aspect juridique, en effet. Donc, se faire accompagner, pour commencer, pour moi, oui, c'est un non négociable, en fait. C'est pas... J'ai même pas d'exemple à donner, mais il y a des tas de choses. J'adore faire plein de choses par moi-même, en fait. J'ai fait les travaux chez moi, j'ai fait plein de choses, mais il y a un moment, il faut aussi accepter que surtout si c'est pas un domaine qui nous passionne, forcément, on va être limité dessus. Et en fait, il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que nous, qui vont aller beaucoup plus rapidement et surtout qui vont être capables de tout de suite nous guider sur la bonne route. Donc ça, en effet, non négociable pour moi. Maintenant, en effet, peu importe la fonction que je fais, et j'ai évolué entre mon agence de communication, le mentorat, par rapport à mon statut, pour moi, ça ne change rien pour le moment. Donc c'est assez facile, finalement, de ce point de vue-là. Oui. Mais en fait, en soi, il y a quand même des croisements qui peuvent être faits avec le système français parce que c'est à peu près les mêmes choix, sauf que peut-être que c'est au niveau des seuils ou alors du basculement entre un statut et un autre que c'est peut-être plus difficile en France, on va dire dans l'imaginaire en tout cas de comment on en parle. Mais c'est intéressant en tout cas de savoir que toi, dès le début, tu as au moins été accompagné sur la création. C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Donc moi, oui, on pourrait dire les juristes, donc forcément, elle s'est lancée comme ça. Mais bon, moi, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes sur pourquoi j'ai choisi ce statut. Donc si vous voulez écouter, vous pourrez regarder les épisodes, enfin écouter les épisodes. Mais ensuite, donc du coup, sur le juridique, certes, pour le statut, tu as été accompagné par un organisme. Mais ensuite, est-ce que niveau contrat, conditions générales, mention légale, tu étais au clair toute seule ou alors tu as dû un peu, tu as fait des découvertes comme ça une fois que tu t'es lancé de te dire ça, je savais pas que c'était obligatoire et comment tu as pu ensuite derrière, on va dire, te protéger? Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir découvert des choses obligatoires. Je pense que c'est vrai que je m'étais beaucoup renseignée. Maintenant, j'ai fait plein de choses dont je ne vais même pas parler parce que ce n'est pas du tout des choses à faire. Je peux vous donner plein de mauvaises pratiques, il n'y a pas de souci. Mais c'est justement peut-être parce que je les ai pratiquées que je sais que avoir des choses bien carrées, c'est primordial. Par exemple, pour mon premier gros contrat que j'ai signé en tant qu'agence de communication marketing, c'était un contrat de 10 pages, je pense. En effet, on partait sur un gros budget. C'était avec ce que j'appelle une vraie entreprise. En fait, c'était pas des particuliers. Et là, j'ai tout de suite senti qu'en effet, avoir un contrat solide avec eux, ça allait être important. Et en effet, ça l'a été. Je pense que ça m'a donné beaucoup d'apaisement.
quand j'ai mis fin à la relation au bout de 3 ans parce que ça ne me convenait plus. Et en fait, j'ai pu justement m'appuyer sur le contrat, aller voir ce qui était écrit et de dire, bah voilà, en fait, si je respecte les termes du contrat, je suis OK. Et du coup, peut-être un peu de me déculpabiliser de cette énergie de vouloir prendre soin des gens et d'être là pour tout le monde et de ne pas quitter les gens. Si j'ai le droit de partir, parce qu'en fait, je l'ai écrit dans mon contrat. Et qu'on a bien mis en place les termes et qu'en fait, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aller vérifier et ça sera OK. Et donc, c'est vrai que ça apporte vraiment une base qui fait qu'on se sent en sécurité aussi. Et je pense qu'on a tous besoin de sécurité. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'on a tous besoin de sécurité. Et que clairement, avoir une base juridique bien posée, justement, ça permet de te dire, OK, ça c'est bon. En fait, quoi qu'il se passe maintenant, parce que le vent va souffler à un moment ou à un autre, le vent souffle, eh bien, c'est pas grave parce que j'ai des bonnes fondations. Et justement, moi, dans ce contrat, je me souviendrai toujours parce que c'était mon premier gros contrat que je signais. Et le jour de la signature, j'ai renversé mon verre d'eau sur le contrat, sur la copie de mon client. Et c'était pas du tout fait exprès, je l'annonce. Mais l'anecdote, c'est qu'en fait, il n'avait pas imprimé la bonne version du contrat. Donc, si on avait signé cette version du contrat, on aurait signé une version qui ne faisait pas mention des droits d'auteur que je pouvais me verser. Et à l'époque, en effet, j'avais le droit aux droits d'auteur puisque je créais du contenu. Et donc, finalement, on a signé ma version grâce à ce verre d'eau. Et voilà, si, je ne sais pas, si ceux qui croient en Dieu diront que c'est un signe de Dieu, ceux qui croient en l'univers diront que c'est un signe de l'univers, comme quoi. Merci d'avoir partagé cette anecdote. Donc, faites attention à ces fameux red flags ou ces petits signes avant-coureurs, avant de signer un contrat. Ça fait jamais de mal. Je te remercie, Angélique, en tout cas, d'avoir pris ce temps, de nous avoir partagé, tes astuces aussi pour concernant ton activité, ta vision aussi sur l'entrepreneuriat et puis sur comment on peut aussi débloquer parfois certaines choses. Là, peut-être que ça donne envie à certains de se tourner vers tes services. C'est ce que tu proposes. Où est-ce qu'on peut te trouver, Angélique, si on souhaite faire appel à toi? Oui, avec grand plaisir. Venez me voir, venez me faire coucou suite à l'interview de podcast. Je suis très curieuse de vous rencontrer. Je suis sur Instagram principalement. Donc vous me trouverez sous le nom de l'Alchimie Créatrice, tout attaché. Et je vous ai concocté spécialement pour cette interview, c'est VIP, que je l'ai fait en avant-première. Je vous ai fait une petite surprise, puisqu'en fait, je vous réserve ce que normalement je réserve aux clients d'une expérience qui arrive prochainement dans l'Alchimie Créatrice. C'est mon programme, mon expérience qui s'appelle I Don't Care, ou l'art de se foutre du regard des gens. Et je vous ai préparé, donné accès, rien qu'à vous, à une séance d'hypnose absolument unique qui va vous aider justement à vous détacher du regard des gens pour vivre pleinement vos vies et pleinement vos business. Et je sais que c'est une problématique qui nous touche tous à un degré différent, de manière différente. Mais ce dont je suis sûre, c'est que cette séance d'hypnose ne peut vous faire que du bien. En tout cas, je vous mettrai le lien, Sarah vous mettra le lien et n'hésitez pas à venir me dire comment vous avez vécu cette expérience après ça. Génial, merci en tout cas pour cette surprise. Donc j'espère que, en tout cas, si vous êtes intéressés, vous foncerez sur le lien. Ça donne envie. Merci beaucoup, Angélique, pour ton temps et puis pour toute cette interview qui était super intéressante. J'ai pris du plaisir en tout cas à échanger avec toi. N'hésitez pas à la contacter. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Au revoir. Bye.